êtes bien à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kokohata. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. La 6e cohorte du service national des jeunes s'est tenue hier devant le drapeau composé de 1539 jeunes fonctionnaires de l'État et des collectivités, dont 521 femmes et 44 personnes vivant avec un handicap. Cette cohorte est le symbole d'une jeunesse plurielle formée à la rigueur militaire, à la conscience civique et à la compétence professionnelle. Pendant 6 mois, la cérémonie était présidée par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. La 8e édition du Salon de l'Habitat de Bamako a donné son coup d'envoi hier. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter l'acquisition des logements par les Maliens. Déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Le salon sera marqué par des expositions, des conférences, débats et des rencontres B2B. En sport, le tournoi IFOA A se poursuit avec la 2e journée hier dans le groupe B. Victoire de la Mauritanie devant la Sierra Leone. Le Sénégal accroché par la Guinée. Et puis on connaîtra aujourd'hui plus de pays africains qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 à l'issue de la 9e et avant-dernière journée des éliminatoires. 3 pays du Maghreb sont pour l'instant qualifiés, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Voilà pour nos sommaires. Bienvenue dans ce journal, dans une solennité empreinte de fierté nationale. La jeunesse malienne a une fois de plus répondu à l'appel du devoir. Ce 9 octobre, la 6e cohorte du service national des jeunes s'est tenue devant le drapeau incarnant les valeurs de patriotisme, de résilience et d'engagement républicain. Composé de 1539 jeunes fonctionnaires de l'État et des collectivités, dont 521 femmes et 44 personnes vivant avec un handicap, cette cohorte est le symbole d'une jeunesse plurielle formée durant 6 mois à la rigueur militaire, à la conscience civique et à la compétence professionnelle. Présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la cérémonie marque un tournant dans l'édification d'un Mali plus fort, plus solidaire et résolument tourné vers l'avenir. Pour le chef de l'État, cette cohorte forte de 1539 recrues vient renforcer la réserve stratégique nationale. Voyons le compte-rendu de la cérémonie depuis la place d'armes du 34e régiment du génie militaire avec Garibou Pérou. À la place d'armes du génie militaire arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. À son arrivée, il est accueilli avec les respects dus à son rang par le Premier ministre et le président du Conseil national de transition. Au loin, les premières mesures de l'hymne national s'élèvent dans le ciel. Le président Goïta s'immobilise pour saluer les couleurs dans un geste de respect profond à l'égard des symboles de la République. Dans la continuité, il passe en revue les troupes. 1539 fonctionnaires de l'État et des collectivités, désormais unis par l'expérience commune du service militaire obligatoire. Le chef de l'État observe avec une attention minutieuse les tenues impeccables. Son parcours le mène jusqu'à la ligne d'honneur. Depuis la tribune officielle, le président Goïta assiste pour ainsi dire à un ballet militaire. La 6e cohorte répartie en 2 formations se rassemble en une seule entité. Cette fusion n'est pas un simple regroupement, elle incarne la devise nationale « Un peuple, un but, une foi ». Dans ce tableau presque chorégraphique s'élève un chant spécialement dédié à cette 6e promotion. Porté par des voix pleines de ferveur, il célèbre les valeurs sociales, morales et patriotiques. À l'issue du défilé, le président Goïta prend la parole pour saluer la bravoure et la discipline de cette jeunesse qui, en dépit de la diversité de ses origines professionnelles, partage un même idéal, servir la nation avec honneur et dignité. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. La présentation au drapeau national de ces jeunes recrues, après 6 mois de formation intense à la défense nationale, au civisme et surtout à la formation professionnelle, est tout un symbole. Et pour rappel, le programme de formation s'inscrit surtout dans notre volonté de disposer
d'une jeunesse bien formée aux valeurs civiques, c'est-à-dire une jeunesse qui a le sens de la discipline, une jeunesse qui a le sens du patriotisme, une jeunesse qui a le sens de la responsabilité, du goût de l'effort, du don de soi et surtout de la loyauté envers son pays. Aussi, c'est de notre volonté de disposer d'une jeunesse aguerrie et efficace pouvant être mobilisée pour les besoins de la défense nationale. Cette cohorte forte de 1539 recrues renforceront davantage la réserve stratégique mise à cet effet. Nous devons travailler afin que cette jeunesse soit le porte-flambeau du changement tant voulu par le peuple malien. Enseignants, chercheurs, médecins, agents des eaux et forêts, douaniers, contrôleurs, tous issus de parcours différents mais désormais unis par une mission commune, le développement du pays. Le président Goïta, fidèle à sa vision, a placé la jeunesse au centre de ses priorités, convaincu qu'elle constitue le socle sur lequel s'est bâtie la refondation nationale. J'en suis sûr et certain que ces jeunes fonctionnaires sont maintenant aptes à servir avec loyauté et dévouement pour le bien-être de nos populations, aussi surtout pour les besoins de la défense nationale. Je les fais confiance, je les exhorte à faire toujours preuve de leadership, preuve d'engagement et surtout preuve de discipline et surtout de ponctualité au service dont ils seront déployés. Et désormais, le peuple malien compte sur eux, raison pour laquelle chaque jour, il doit faire preuve de rigueur, preuve de détermination pour non seulement la défense de la patrie, et surtout pour le bien-être de nos populations. Gagner la confiance du président et plus encore celle du peuple exige une préparation à la fois morale et physique. Pendant 6 mois, la 6e génération des fonctionnaires a suivi une formation exigeante marquée par le courage, l'endurance et le sens du devoir. Aujourd'hui, forts de cette expérience, ils regagneront leurs services respectifs avec pour mission d'être des exemples vivants de rigueur, de loyauté et d'excellence. Le logement est le socle de la dignité humaine, le creuset de la stabilité sociale et le levier du développement économique. Cette déclaration a été faite hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon de l'habitat de Bamako, Sahaba. Le chef du gouvernement a par ailleurs déclaré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter l'acquisition des logements par les Maliens. L'ambassadeur de la Turquie, pays invité d'honneur de cette édition, a promis l'expertise de son pays dans le domaine de l'habitat. Le salon qui se tient jusqu'au 11 octobre 2025 sera marqué par des expositions, des conférences débats et des rencontres B2B. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. Le salon de l'habitat de Bamako, Sahaba, est désormais perçu comme une vitrine pour notre pays, un laboratoire d'idées, un catalyseur de partenariats et un incubateur de projets. Les activités de cette édition se tiennent autour du thème « La résilience face aux crises urbaines ». Souri Ibrahim Maïga, président de l'association des promoteurs immobiliers du Mali, APIM. Le Sahaba 2025 se veut être un cadre d'échange utile, mais aussi d'engagement concret. Nous voulons identifier des pistes réalistes, renforcer les liens entre les acteurs publics et privés, et surtout poser les jalons d'une nouvelle approche du logement plus inclusive, plus verte et plus humaine. Les participants à cette édition sont venus du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Maroc, de la Mauritanie, du Mali et de la République de Turquie. Pays invité d'honneur, l'ambassadeur de ces pays au Mali a salué l'excellence des relations entre nos deux pays dans plusieurs domaines comme la sécurité. AFP, Ceylan. La capacité et l'expertise du secteur privé turc dans les domaines de la construction et de l'immobilier est mondialement reconnue. Je suis fier de dire qu'il n'y a aucun projet de BTP que les compagnies turques ne puissent réaliser. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous désormais incontournables s'inscrivent dans une dynamique de réflexion, d'innovation et d'action face aux défis majeurs du moment. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le logement est le socle de la dignité humaine, le creuset de la stabilité sociale et le levier du développement économique. Pour sa part, le gouvernement de la République du Mali est fermement convaincu que le logement n'est pas un luxe, mais un droit fondamental et résolument engagé pour la promotion d'un habitat digne, accessible et adapté aux réalités de notre pays à travers le ministère en charge de l'habitat. Ainsi, pour réaffirmer cet engagement, il a adopté en 2014 la politique nationale de la ville afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de garantir un développement durable des centres urbains ainsi que les zones environnantes. Aussi, la Constitution du 22 juillet 2023, sous le leadership du président de la transition, a énoncé en son article 10,
je cite, « l'éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l'alimentation et l'accès à l'eau constituent des droits reconnus. » Fin de citation. Selon le Premier ministre, le thème de cette édition est un appel et une alerte sur les vulnérabilités croissantes de nos territoires urbains. C'est pourquoi nous saluons la tenue de ce salon qui offre un espace de dialogue entre les acteurs publics et privés, les chercheurs, les promoteurs immobiliers, les institutions financières et les citoyens. Un espace où se croisent les idées, les expériences et les solutions concrètes pour répondre aux besoins croissants en logement, améliorer la gouvernance foncière et renforcer la chaîne de production et de l'habitat. Au programme de cette 8e édition du Sahaba, des expositions, des conférences, débats et des rencontres B2B, le gouvernement malien attend des propositions de mécanismes de financement innovants, des guides de planification d'action pour la résilience urbaine avec un objectif commun, garantir à chaque Malien un toit sûr, salubre et durable. La visite des stands d'exposition par le Premier ministre a mis fin à cette cérémonie d'ouverture du Sahaba édition 2025. AES, actualité. Au Niger d'abord, le président de la République, chef de l'État, chef suprême de la magistrature, a présidé mardi matin au palais de la présidence la cérémonie solennelle de prestation de serment du procureur général près la Cour d'État. M. Mazou Adam a été à cette occasion officiellement renvoyé dans l'exercice de ses fonctions. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Mahamadou Garba. M. Mazou Adam, magistrat de grade exceptionnel 3e échelon, matricule 6145-G. À travers ce serment, le président de la République, chef de l'État, chef suprême de la magistrature, le général d'armée Abdourahmane Tchani, renvoie Mazou Adam, procureur général près la Cour d'État, dans l'exercice de ses fonctions, nommé le 22 septembre 2025 par décret du président de la République. C'est donc à un magistrat expérimenté, fin connaisseur de la justice, avec des qualités humaines exceptionnelles, à qui le président de la République a confié ce poste. Mazou Adam est né le 1er janvier 1963 à Takoussa, dans le département de Filengue, marié, père de 2 enfants. Sur le plan académique, il est diplômé d'une maîtrise en droit privé de 1987 obtenue à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, et d'un diplôme de l'École nationale de la magistrature de Paris en France en 1990. À ce jour, il totalise 34 ans d'expérience dans le secteur de la justice. Mazou Adam a également servi dans plusieurs juridictions à l'intérieur du pays, tout comme ici à Niamey dans des hautes fonctions. Au Burkina Faso, à présent, le respect des symboles de la nation demeure un pilier essentiel de l'engagement patriotique. Sur le terrain, certaines pratiques montrent qu'il reste encore du chemin à parcourir. De plus en plus de Burkinabés expriment leur attachement à la patrie, mais cette manifestation de patriotisme prend parfois des formes inappropriées au point d'écorcher les symboles de la nation. Il n'est pas rare d'apercevoir des citoyens brandissant des drapeaux ou arborant des tenues frappées d'emblèmes nationaux mal reproduits. Pourtant, l'usage des symboles de la République est strictement encadré par la loi et toute infraction est passible de sanctions. Charles Saint-Poré pour les détails. Le courage, l'abnégation, la combativité et la loyauté envers la patrie, autant de valeurs incarnées par les symboles de la nation. Ces symboles sont d'une telle importance que leur utilisation doit obéir à des règles bien précises, souligne Ousmane Sawadogo, directeur de la communication et des relations publiques de la grande chancellerie des ordres burkinabés. Notre emblème national est constitué de 2 bandes horizontales. Les dimensions là sont égales. De couleur rouge en haut et la couleur verte en bas. Frappé au milieu d'une étoile jaune or, dont les 3 branches se trouvent dans la partie rouge et les 2 branches dans la partie verte. Mais souvent, ceux qui utilisent ces symboles de la nation pour manifester leur appartenance à la nation l'utilisent mal. Souvent, nous voyons le fanion à usage populaire où ces 2 branches qui se trouvent dans la partie rouge et les 3 branches dans la partie verte.
Et souvent, on voit c'est une seule branche même qui se trouve dans la partie rouge et les 4 branches dans la partie verte. Et souvent même, ils renversent même les couleurs. Face aux multiples manquements constatés, des sanctions sont bel et bien prévues, affirme-t-il. Notre Constitution a prévu des sanctions en la matière en son article 351-1 et 351-2 du Code pénal, en disant que toute personne qui viendra à outrager notre emblème national, qu'on appelle couramment le drapeau, et peut encourir une peine d'emprisonnement de 4 mois à 2 ans et une amende allant de 250 000 à 2 millions de francs CFA. Et si l'outrage est commis au cours d'une réunion, la peine là devient sévère, ça peut aller de 6 mois à 3 ans et une amende qui peut aller jusqu'à 3 millions de francs CFA. Même un drapeau dégradé doit être traité avec respect et dignité, insiste Ousmane Sawadogo. Si l'emblème est dégradé, vous avez montré que le Burkina est dégradé. On ne doit pas utiliser des emblèmes délabrés. Et si vous sentez que l'emblème est délabré, vous l'enlevez, vous le rangez ça. Ça veut dire qu'on ne jette pas l'emblème national. Parce que l'emblème national représente tout le Burkina Faso. La grande chancellerie des ordres burkinabés souhaite donc intensifier les actions de sensibilisation afin de promouvoir une utilisation appropriée et respectueuse des symboles de la nation. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES à Bruxelles. Le président congolais Félix Tshisekedi a appelé hier son homologue rwandais Paul Kagame à une collaboration pour faire, selon lui, la paix des braves et cesser les violences dans l'est de la RDC. Je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander qu'on arrête cette escalade, a-t-il déclaré. C'était à l'occasion d'un forum sur les investissements européens en Afrique auquel assistent les 2 chefs d'État. Une déclaration qualifiée de cinéma politique par le chef de la diplomatie rwandaise. Les violences se sont intensifiées depuis janvier dernier à l'est de la RDC avec la prise des grandes villes de Goma et Bukavu par l'AFC M23. Appel à la grève générale à Madagascar. Des rassemblements ont eu lieu hier dans certaines grandes villes du pays, notamment dans la capitale et à Touléar au sud du pays. Plusieurs corps de métier ont répondu à cet appel de la solidarité syndicale de Madagascar. Les internes en médecine, les enseignants, entre autres, ils demandent une augmentation de leur indemnité et la rénovation des infrastructures hospitalières. Soutien du collectif GENSED, la première plateforme syndicale du pays, réclame également la démission du président André Rajoelina. Le Premier ministre chinois Li Qiang en Corée du Nord pour une visite officielle. Ce vendredi, il assistera à la célébration du 80e anniversaire du Parti des travailleurs, ce qui fera de lui le plus haut responsable chinois à se rendre dans le pays depuis 2019, un signe de réchauffement des relations entre les 2 pays. Cette visite pourrait permettre d'avancer sur des points de blocage dans la relation entre la Chine et la Corée du Nord, dont la frontière reste toujours peu ouverte à Pékin. La page des sports, c'est tout de suite. Tournoi IFOA pour parler football. Hier, la Mauritanie s'est imposée face à la Sierra Leone 2-1 pour son 2e match et marque ses 3 premiers points. Le Sénégal et la Guinée ont fait match nul partout dans l'autre rencontre de ce groupe B. Éliminatoire Coupe du Monde Zone Afrique, la 9e et avant-dernière journée, prendra fin ce vendredi avec 9 rencontres. Des rencontres au cours desquelles certaines nations pourront se qualifier. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tchinoum. Football. La 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prend fin aujourd'hui avec 9 rencontres. Il y aura donc Gambie, Gabon, Seychelles, Côte d'Ivoire, Soudan du Sud, Sénégal, Soudan, Mauritanie, Togo, RD Congo, Lesotho, Nigeria, Rwanda, Bénin, Sao Tomé et Principe, Tunisie et Zimbabwe, Afrique du Sud. Il faut noter que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la RD Congo peuvent se qualifier ou se rapprocher davantage de la qualification. Il faut déjà noter que le Rwanda se rapproche des 4 places qualificatives pour les barrages. Les Grands ont battu le Botswana hier jeudi 1-0. Le Rwanda désormais avec 18 points se détache du Mozambique battu par la Guinée. 12 ans après, l'Algérie retrouve la Coupe du Monde.
En s'imposant logiquement 3-0 face à la Somalie, les Fennecs ont assuré leur qualification pour le Mondial 2026. Coup de théâtre à l'occasion de cette 9e et avant-dernière journée des qualifications de la Coupe du Monde Zone Afrique, un match a été annulé hier suite à un mouvement de protestation d'un joueur. Prévu à Bingu National Stadium de Lilongwe, le match entre le Malawi et la Guinée équatoriale n'a pu avoir lieu. L'information a été annoncée à quelques heures du coup d'envoi par la Fédération malawite de football. Le groupe I des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 qui nous concerne a livré une grande partie de son verdict mercredi. Le Ghana a officieusement validé son billet pour l'Amérique du Nord, suivi par Madagascar qui a éliminé les Comores et le Mali. Sont qualifiés pour le moment le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie. Tournoi IFOA des moins de 17 ans au Mali. Pas de match aujourd'hui. La compétition reprend demain avec la 3e journée. Le Mali affrontera la Gambie au stade Mamadou Konaté. Les protégés de Mamadou Demba Traoré pour se qualifier devront éviter une défaite. Le Mali est en tête du groupe avec 4 points plus 6, suivi de la Guinée-Bissau 4 points plus 2. Cette dernière affrontera le Libéria au stade Wenzin Koulibaly. Les deux rencontres se joueront à la même heure, c'est-à-dire à 16h. Il faut rappeler que la Gambie est en embuscade derrière le Mali et la Guinée-Bissau avec 3 points. Elle a besoin obligatoirement de victoire pour se qualifier. Hier, au compte de la 2e journée, dans l'autre groupe, la Mauritanie a battu la Sierra Leone par 2-1 et la Guinée a fait match nul avec le Sénégal, 1 but partout. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Présentation Kodi Sibi, mise en onde Ismaël Adjara, mise en ligne Badji Touré. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.